En 1877, sous le soleil brûlant du Bengale, une petite fille vint au monde dans un endroit où la poussière rouge se mêlait au bruit des tambours militaires. On la baptisa Alice Moore Tatlow, fille d'un sergent britannique et d'une femme qui portait dans ses yeux la nostalgie des collines anglaises. Ce que personne ne savait alors, c'est que cet enfant né parmi les drapeaux de l'Empire finirait par devenir l'un des visages les plus redoutés des bas-fonds de Birmingham. Son histoire n'est pas celle d'une criminelle ordinaire. C'est celle d'une chute lente, d'une guerre intime, menée dans les ruelles sales d'un monde qui ne pardonnait rien aux faibles. Les registres de l'administration coloniale témoignent de sa naissance à Jhansi, une garnison importante au cœur de l'Inde britannique. Le père d'Alice, John Tatlow, appartenait au 109e régiment d'infanterie, un homme de devoir, de discipline, de loyauté absolue envers la reine. Sa mère, Mary Ann, l'accompagnait dans les déplacements du régiment, élevant ses enfants dans la chaleur étouffante des cantonnements, où la fièvre, la malaria et la solitude étaient l'un des ennemis plus redoutables que n'importe quelle armée rebelle. Les premiers des mois de la vie d'Alice furent un miracle en soi. Peu d'enfants européens nés en Inde survivaient à leurs premières années. Mais Alice, fragile et obstinée, grandit au milieu du vacarme des clairons et des ordres criés en anglais, sous un ciel d'orage et de poussière. Pour son père, elle représentait la continuité du devoir. Pour sa mère, l'unique ancrage à la douceur d'un foyer lointain. En 1881, le régiment de John Tatlow fut rapatrié au sud de l'Angleterre. La famille s'installa à Aldershot, ville militaire par excellence. Le changement fut brutal. Là-bas, les matins résonnaient du martèlement des bottes sur la terre battue et du claquement métallique des armes entretenues. Alice, âgée de 3 ans, observait son père nettoyer les fusils, ranger les baïonnettes, préparer l'inspection du colonel. La rigueur du camp forgeait les caractères, mais la petite fille, curieuse et vive, semblait déjà attirée par ce qui dépassait les limites du règlement. Dans la petite école attenante à la caserne, elle apprenait à lire et à écrire. Ses cahiers sentaient la craie et la poussière, mais son esprit, lui, voyageait déjà ailleurs. Les récits des soldats revenus des colonies la fascinaient. Certains parlèrent de misère et de fièvre, d'autres de gloire et de drapeau. Peut-être dans ce mélange d'héroïsme et de détresse naissait la graine de la rébellion qui marquerait toute sa vie. Lorsque la décennie suivante s'ouvrit, la famille Tatlow avait quitté les rangs de l'armée. Les tambours du matin furent remplacés par le grondement des machines à vapeur, et les cloches des usines Birmingham, la ville du métal et de la suie, devint leur nouveau foyer. Mary Ann tenait désormais la maison seule. John, le père, était souvent absent, peut-être affecté ailleurs, peut-être brisé par des années de service. Alice, elle, entrait dans l'adolescence au cœur d'un monde où la discipline militaire n'avait plus sa place. Les rues de Lower Tower Street étaient un chaos vivant. Cris des marchands, tintements des marteaux, enfants jouant pieds nus dans la boue noire. C'est là qu'Alice apprit les premières leçons de survie. La fille du sergent devint la fille des faubourgs. Elle découvrit la faim, la honte et la dureté des regards, quand on portait encore dans ses papiers la mention « né en Inde ». Dans les ruelles de Birmingham, cela sonnait comme une étrangeté, presque une accusation. À 12 ans, Alice savait déjà que la vie ne lui ferait pas de cadeau. Les garçons de son âge entraient à l'usine, les filles servaient dans les maisons des riches. Elle, trop vive, trop fière, ne supportait pas l'obéissance. Son tempérament, forgé entre deux mondes, l'ordre du régiment et le désordre de la rue, la poussait à franchir les limites, encore et encore. Puis, un jour, son nom disparut des registres. Pendant 10 ans, aucun document ne mentionne Alice Tatlow. Comme si la terre l'avait engloutie. Ce silence, pour un historien, est toujours un cri étouffé. Où était-elle passée? Une servante malheureuse dans une maison bourgeoise? Une femme sans toit errant dans les tavernes de Digbeth?
ou déjà une silhouette connue des commissariats. Ce que l'on sait, c'est qu'au début du XXe siècle, un autre nom commence à apparaître dans les journaux de Birmingham. Violet Beardsmore, une jeune femme arrêtée pour ivresse et désordre public. Le juge la décrit comme en détresse, incapable de se défendre, presque en larmes. À l'époque, les femmes comme elle n'avaient là pas droit à la compassion. On les enfermait quelques jours, puis on les relâchait dans la même misère. Ce prénom, Violette, reviendra souvent. Trop souvent pour que ce soit une simple coïncidence. Derrière ce masque d'emprunt se cachait sans doute Alice, la fille du sergent, tombée dans le gouffre du désespoir. Mais les jours de soleil indien ne durent jamais éternellement. Vers 1880, le régiment de John Tatlow reçut l'ordre de regagner l'Angleterre. Après des années sous les cieux brûlants de l'Empire, la famille Tatlow embarqua pour le long voyage de retour. La traversée, interminable, fut pour beaucoup d'enfants une épreuve de survie. Pourtant, Alice survécut. Quand le navire accosta enfin sur les côtes anglaises, elle était une enfant vive, curieuse, aux yeux d'un bleu perçant, qui découvrait pour la première fois le froid et la brume de son pays natal. Les Tatlow s'installèrent à Aldershot, dans le Hampshire, l'un des plus grands camps militaires de Grande-Bretagne. Là, tout n'était que discipline, tambour et manœuvre. John Tatlow continuait son service, maintenant armurier principal du régiment. Il veillait sur les fusils comme sur ses enfants, avec une rigueur sans faille. Dans ce monde où chaque geste avait son ordre, chaque minute sa règle, la petite Alice apprit le respect, l'obéissance, et sans le savoir, une certaine forme de résistance intérieure. La vie de garnison n'offrait pas de liberté. Pour les enfants de soldats, tout semblait écrit d'avance. On grandissait entre la poussière des bottes et les champs martiaux, en attendant de se marier jeune ou d'entrer soi-même dans le service. Pourtant, dans les yeux d'Alice, il y avait autre chose. Une étincelle de curiosité, une envie de voir plus loin que les murs de briques et les baraquements gris. Mais cette enfance ordonnée prit fin brutalement. Vers 1890, les registres montrent un changement. La famille Tatlow quitta Aldershot pour Birmingham, au cœur de l'Angleterre industrielle. Fini les chants de la fanfare militaire. Place aux coups de marteau, à la fumée et au vacarme des usines. C'était un autre monde, celui de la suie, de la pauvreté et des rues étroites. Mary Ann, la mère, apparaît alors comme chef de famille. Son mari, John, semble absent, sans doute en service ailleurs, peut-être malade. Alice, 12 ans à peine, se retrouve plongée dans un quartier où les enfants travaillent, où les femmes peinent à nourrir leur famille et où la misère est quotidienne. Pour une fille née dans la rigueur de l'armée, Birmingham fut un choc. Les règles s'effondraient, la hiérarchie n'existait plus. À la place, il y avait le chaos, le bruit, les cris, les ruelles pleines de charbon et les tavernes qui ne dormaient jamais. C'est ici, dans cette ville de fer et de feu, qu'Alice commença sa lente métamorphose. Les recensements la mentionnent encore comme scolarisée, mais dans ces quartiers, l'école n'était qu'un luxe. Très vite, elle dut sans doute travailler pour aider sa mère, vendre des fleurs, laver du linge ou courir les marchés. C'est aussi à cette époque qu'elle apprit à se débrouiller, à se défendre, à parler fort pour se faire entendre. 10 ans plus tard, vers 1900, les archives cessent soudain de la mentionner. Le silence s'installe, mais c'est souvent dans ces silences que se cache la tempête. Un matin de 1901, dans un journal gallois, apparaît un nom, Violet Beardsmore, jeune domestique de Birmingham, arrêtée pour ivresse et désordre public. Une affaire banale, un simple fait divers. Sauf que cette Violette n'existait pas dans les registres de naissance. En revanche, le visage, la description, la voix, tout correspondait. C'était Alice. Elle avait pris un faux nom. Pourquoi ce changement ? Peut-être voulait-elle fuir un passé ou cacher une honte ? Peut-être aussi que, dans le brouillard des tavernes,
Entre les cris et les verres brisés, il était plus facile de survivre quand on n'était plus soi-même. Ce premier incident, pourtant mineur, fut le début d'une longue descente. Le juge, compatissant, décida de ne pas la condamner. Il vit une jeune femme fragile, désorientée, et la fit conduire à l'infirmerie. Un geste de pitié qui montre qu'à ce moment précis, tout pouvait encore basculer du bon côté, mais la vie ne lui laisserait plus beaucoup de chance. Les années suivantes furent une succession d'ombres. En 1904, le Birmingham Mail rapporte une bagarre dans un pub de Sheep Street. Une dispute d'ivrogne, un rasoir brandi, un homme mort. Parmi les témoins, Alice Tatlow. Cette fois, elle n'est pas coupable, mais elle est là, au cœur du drame, entourée de violence et de peur. Sa vie s'est mêlée à celle des rues, des marginaux, des perdus. Quelques mois plus tard, on la retrouve à nouveau devant le juge, cette fois comme accusée. Elle avait acheté de l'alcool alors qu'elle figurait déjà sur la blacklist, la liste des buveurs interdits. La loi, impitoyable, l'envoya en cellule. Là, seule dans le froid, désespérée, elle tenta de se pendre avec une ficelle. On la sauva de justesse. Ce geste, simple et tragique, révéla la profondeur de son abîme intérieur. À partir de là, tout s'enchaîna. Vols, bagarres, mendicité, prostitution. Alice, à 27 ans, devint une figure connue de la police. Le sergent qui l'avait vue naître dans la... Au printemps de 1906, les journaux de Nottingham parlent d'elle comme d'une habituée des tribunaux. Alice Tatlow, de Buck Street, condamnée à 3 mois de prison pour vol d'une montre. Une ligne sèche, impersonnelle, mais derrière ces quelques mots se cache une histoire infiniment plus complexe. Alice avait volé un homme trouvé ivre-mort dans la rue. Était-ce un geste de survie, un réflexe de faim, ou une vengeance muette contre un monde qui ne lui avait laissé aucune chance? Elle avait alors 28 ans, et déjà 23 condamnations 23 fois. Elle avait connu la cellule, la honte, le froid des murs. 23 fois, elle avait promis de changer. Et 23 fois, elle était retombée. Dans les registres, son nom était devenu une habitude, une silhouette que les juges reconnaissaient avant même qu'elle ne parle. « Encore vous, Alice ?» disait-il parfois. Et elle, d'un sourire fatigué, répondait « Toujours moi ». Cette ironie, ce reste de dignité, était peut-être tout ce qui lui restait, car dans les rudes de Birmingham, on ne pardonnait pas la faiblesse. Les femmes sans mari, sans toit, sans travail, finissaient souvent comme elle, entre les bras de la misère et ceux de la police. En 1908, un autre article apparaît. Cette fois, ce n'est pas elle la coupable, mais la victime. Une certaine Mary Moorcroft est condamnée pour l'avoir frappée dans la rue à Londres. Alice avait quitté Birmingham, peut-être pour recommencer ailleurs, mais le malheur la suivait. Londres, la grande ville des promesses, n'était pour elle qu'un nouveau labyrinthe de pauvreté et de coups. Dans les commissariats, elle devint un visage familier. On la décrivait comme petite, trapue, cheveux châtains, yeux bleus, tatouages sur les bras, un cœur, une encre, les mots « True Love ». Ces tatouages, c'étaient les cicatrices de son passé, mais aussi des morceaux de rêve. À une époque où une femme tatouée était perçue comme perdue, Alice portait sur sa peau les traces de ce qu'elle avait voulu aimer. En 1913, son nom refait surface, mais dans une affaire encore plus sombre. Un homme, Arthur Franklin, est arrêté pour « vivre des revenus d'Alice Tatlow ». Une expression hypocrite pour dire qu'il vivait de la prostitution. Alice gagnait alors près de 5 livres par semaine, une somme énorme, mais à quel prix? Elle payait le loyer, nourrissait Franklin, supportait ses colères. Elle, la fille du sergent, était devenue une marchandise dans les ruelles qu'elle hantait. Un an plus tard, en 1914, elle tenta une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. Cette fois, sur les rails de la gare de New Street.
Elle se tenait là, immobile, fixant le train qui approchait, les yeux vides. Un agent la tira au dernier moment. Quand il lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « J'ai perdu mon frère, je n'ai plus envie de vivre ». Ces mots résonnèrent comme un cri que personne n'avait voulu entendre depuis des années. Mais le destin ne lui laissa même pas le droit de disparaître. Quelques semaines plus tard, Arthur Franklin réapparut, cette fois accusé de l'avoir battue et volée. Elle témoigna contre lui, le visage tuméfié. Pourtant, le jury l'acquitta. Personne ne croyait plus la parole d'Alice Tatlow. Dans le regard du juge, elle n'était plus qu'une silhouette d'alcool et de honte. Puis vint la guerre. 1915. Le pays brûlait de haine contre l'Allemagne. Alice, comme tant d'autres, fut emportée par cette colère. Un jour, elle brisa la vitrine d'un commerçant allemand en criant « Ils célèbrent pendant que nos fils meurent ». Ce geste, à la fois patriotique et insensé, lui valut une nouvelle peine de prison. C'est à cette époque qu'elle franchit un cap irréversible. Les journaux commencèrent à la qualifier de récidiviste notoire. En 1917, à 36 ans, elle était passée 88 fois devant un tribunal, 88 fois. Une statistique inhumaine qui faisait d'elle une légende de la misère. Les policiers la connaissaient par son prénom. Alice est dehors ce soir. Alice a encore crié sur John Bright Street. Elle errait dans les ruelles, sa robe en lambeaux, une bouteille cachée dans la manche, les cheveux collés par la pluie. Et malgré tout, elle gardait une forme d'orgueil. Un soir, alors qu'un inspecteur la traitait de vermine, elle répondit calmement « Je ne suis pas une bête, j'ai juste faim ». En 1918, le nom d'Alice Tatlow devint presque une marque. Les journaux titraient « L'une des pires femmes de Birmingham arrêtée à nouveau ». Le détective Bess déclara « Elle a été condamnée 82 fois. Elle profite des soldats ivres et des marins perdus. » Ce portrait cruel enterra définitivement toute compassion. Alice devint une caricature publique, une mauvaise femme, un avertissement pour les filles honnêtes. Pourtant, quand on lit entre les lignes, on devine une autre vérité. Cette femme, née dans l'ordre militaire, élevée dans la fierté de l'Empire, avait simplement été écrasée par un monde sans place pour elle. Trop pauvre pour être respectable, trop orgueilleuse pour se soumettre. Après 1918, la guerre finit, la ville changea. Mais Alice resta la même. Elle revint à ce qu'elle connaissait, le vol, les bars, les nuits glacées. On la vit encore dans les registres, petite ombre obstinée dans les rues de Station Street, toujours prête à sourire à un inconnu, toujours prête à risquer la prison pour quelques shillings. Le 11 janvier 1919, Birmingham grelottait sous un vent glacé. Les soldats revenaient du front, les usines tournaient à nouveau, la ville semblait renaître d'un cauchemar. Mais pour Alice Tatlow, il n'y avait plus de guerre à gagner, plus de paix à espérer. On la retrouva errant près du canal, un manteau trop grand sur les épaules, les mains bleues de froid, un vieux chapeau d'homme enfoncé sur la tête. Quand la police la conduisit au poste, elle sourit, comme toujours. Au moins ici, j'aurais chaud. Ce fut sa 90e arrestation. Et chaque fois, les mêmes mots dans les journaux. Ivresse, désordre public, récidive. Les années passaient, mais le ton restait le même. À mesure que Birmingham se modernisait, qu'on bâtissait de nouvelles usines et de nouveaux quartiers, Alice restait bloquée dans un autre temps, celui de la pauvreté victorienne, celui des oubliés. Pourtant, malgré sa réputation, ceux qui l'avaient la croisée racontaient une autre version. Les gardiens de prison disaient qu'elle chantait dans sa cellule, de vieilles chansons de soldats apprises de son père. Une voix rauque, cassée, mais étrangement douce. Les autres détenus se taisaient pour l'écouter. Dans ce monde de pierre et de fer, c'était sa seule manière d'exister encore. En 1921, elle fut internée brièvement à l'hôpital psychiatrique de Winson Green.
Les médecins notèrent instabilité émotionnelle, tendance mélancolique, hallucinations liées à l'alcool. Mais même là, elle restait fière. Elle refusa d'avaler certains médicaments, disant « Je n'ai pas besoin de pitié, j'ai besoin de silence ». Cette phrase, notée au crayon dans son dossier, est la dernière trace écrite de sa voix. L'année suivante, elle fut libérée. Elle tenta de retrouver du travail, mais personne ne voulait embaucher une femme connue pour ses condamnations. Elle nettoya quelques tavernes, servit dans une cantine, puis disparut à nouveau. On la revit plus tard à Digbeth, dormant sous un porche, toujours seule. Certains soirs, racontait-on, elle parlait à voix haute, comme si elle s'adressait à quelqu'un. « Tu te souviens, papa, on rentrait du régiment ?» Ou bien « Maman, je vais bientôt te revoir. » Ces mots, murmurés dans le vent, donnaient à sa silhouette une allure de fantôme, un esprit prisonnier d'un monde qu'il avait oublié. Mais Alice n'était pas un spectre. Elle respirait encore, et tant qu'elle vivait, elle résistait. En 1924, elle fut arrêtée pour la 100e fois. Oui, la 100e. Le policier qui la conduisit au poste nota. Elle a ri en entendant le chiffre. Et quand le juge lut son dossier, elle déclara avec un sourire. « Alors, je suis un record maintenant ?» Ce rire, amer et lumineux, fit hésiter le magistrat. Il écarta ses lunettes, la regarda longuement et dit simplement « Madame Tatlo, vous êtes une tragédie. » Cette phrase resta célèbre dans la presse locale, mais personne ne sut ce qu'elle ressentit en l'entendant. Peut-être une fierté étrange, peut-être une blessure de plus. En 1925, Alice disparut des registres officiels. Aucune condamnation, aucun article, aucun avis. Les rumeurs disaient qu'elle avait quitté la ville, partie vers le nord, peut-être Liverpool, peut-être Manchester. D'autres affirmaient là qu'elle était morte dans la rue, enterrée sous un faux nom. Personne n'en eut jamais la certitude. Et pourtant, 3 ans plus tard, en 1928, une infirmière de Birmingham affirma avoir vu une vieille femme arriver mourante dans un hospice de Derrytown. Elle s'appelait Annie Taylor, mais sur son bras gauche, les tatouages étaient pour les mêmes, un cœur, une encre, les mots « True Love ». Elle resta 3 jours à l'hôpital durant la dernière nuit, elle demanda un papier et un crayon. On retrouva plus tard une simple phrase écrite d'une main tremblante. « Je n'étais pas mauvaise, j'étais fatiguée. » Ce furent là ses derniers beaux mots. Le lendemain, elle s'éteignit dans le silence, sans famille, sans cérémonie, sans pierre. Le registre de décès indiqua Annie Taylor, femme sans domicile fixe, 51 ans. Mais pour ceux qui avaient connu le nom derrière le masque, c'était bien elle. Alice Tatlo, l'enfant du régiment, la fille du sergent, celle qui avait voulu aimer le monde et que le monde avait brisé. Aujourd'hui encore, son nom ne figure sur aucune tombe. Mais dans les archives jaunies de Birmingham, dans les rapports de police et les articles oubliés, elle continue de vivre une femme effacée par la honte, redécouverte par la mémoire. Une existence comme un miroir de son époque. L'ascension, la chute, et cette obstination à rester debout, même dans la boue. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'Alice Tatlo, c'est celle de tous ceux qu'on a laissés derrière, de tous ceux qu'on a jugés sans comprendre, de toutes les vies broyées par la pauvreté et la morale, des vies qu'on appelle criminelles, quand elles ne sont que désespérées. Et quelque part, dans le murmure du vent qui traverse encore les vieilles rues de Birmingham, on pourrait presque l'entendre chanter une chanson sans paroles, un souvenir sans visage. L'écho d'une femme que l'histoire avait voulu oublier, mais que la mémoire n'a jamais totalement effacée. Après la dernière apparition connue d'Alice Tatlo dans les journaux en 1943, la trace de sa vie s'efface progressivement, plus de procès spectaculaires, plus d'arrestations pour ivresse ou vol, plus de cris dans les ruelles. Le temps semble l'avoir emporté, comme il emporte toutes les vies oubliées. Pourtant, au fil des archives, des photographies,
et des rapports de police, nous pouvons encore reconstruire son existence. Une femme née dans l'Empire britannique, fille d'un sergent de l'armée, élevée entre discipline militaire et chaos urbain, et qui a traversé plus de douleurs et d'injustices qu'aucun individu ne devrait connaître. Son histoire nous rappelle combien le monde peut être impitoyable avec ceux qui glissent entre les mailles de la société. Alice Tatlow n'était pas simplement une criminelle. Elle était une survivante, une femme marquée par la perte, la pauvreté et l'alcoolisme, mais aussi par une résilience étrange et silencieuse. Ses tatouages, ses noms multiples, ses apparitions répétées devant la justice sont autant de traces d'une vie qui a refusé de disparaître complètement. Aujourd'hui, quand nous parcourons Birmingham, Londres ou les vieux registres de la police, son nom nous parle encore. Il nous invite à réfléchir sur la compassion, la justice et l'importance de comprendre l'humain derrière les apparences. Alice Tatlow est un miroir de son temps, mais aussi un avertissement universel. Que chaque vie, même la plus tourmentée, mérite d'être racontée. Et si cette histoire vous a touché, fait réfléchir ou simplement intrigué, souvenez-vous que derrière chaque nom oublié, il y a une vie pleine de luttes, de défaites, mais aussi de courage. Merci d'avoir suivi ce récit avec nous. Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un like pour soutenir nos recherches et à activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Ensemble, continuons à redonner une voix à ceux que l'histoire a tenté d'effacer. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les vies extraordinaires qui se cachent derrière les archives.